Vous entendez? On n'entend presque rien. Et pourtant, on est au cœur de Paris. Paris-Beaubourg, Paris-Place Dauphine, Paris moderne, Paris ancien. Un Paris qu'on va découvrir sous une autre facette, un peu plus intimiste, avec des anecdotes moins connues. Et on a rendez-vous maintenant avec Jordi pour peut-être une petite partie d'échecs. Je m'appelle Charlotte et je trouve qu'on vit dans un pays formidable. Les terroirs, la gastronomie, les paysages. Mais ce que j'aime le plus, sans doute, c'est les rencontres. Si comme moi, vous êtes convaincus que les plus belles découvertes se font souvent au bout de la rue, alors nous sommes faits pour nous entendre. C'est donc ici, tout au bout de la petite impasse Berthaud, caché à l'abri des regards, que l'on trouve le jardin Anne-Franck. Difficile à croire que nous sommes en plein cœur de la capitale, à quelques mètres du célèbre Centre Pompidou. Jordi a eu l'excellente idée de me donner rendez-vous ici et j'adore ce petit coin de verdure. Alors où est-ce qu'on est ici sur le plan ? Alors ici on est dans le jardin Anne-Franck, qui est donc dans le quartier Beaubourg, limite du 3e et du 4e arrondissement. Et ce petit chemin, c'est ce qu'on va faire. Alors le petit chemin, c'est les rues qu'on va parcourir autour du centre Pompidou. Bon, on verra quand même le centre Pompidou lors de notre balade. Parce qu'en fait, autour, il y a plein de choses vraiment intéressantes. Il n'y a pas que le centre Pompidou. Il n'y a pas que le centre Pompidou. Ouais, bien sûr. Bon, il y a des rues assez anciennes, médiévales. Il y a la plus vieille maison de Paris qu'on verra. Alors je vous présente Jordi, avec qui on va passer une petite balade donc autour de Beaubourg. Et on commence ici dans un endroit très calme, on n'a pas l'impression d'être à Paris et on est dans le jardin Anne-Franck. C'est un jardin qui est assez méconnu parce qu'il est caché, il faut prendre une petite ruelle pour accéder ici et donc c'est un jardin aussi qui est assez récent en fait. 2007, en 2007, donc ça fait 10 ans et donc moi j'ai l'habitude de faire des balades dans le cadre de l'association Les Gritteurs de Paris, qu'on appelle aussi Parisiens d'un jour, Parisiens toujours et donc j'ai fait visiter ce quartier-là. Et en même temps, le Marais qui est tout à côté, jusqu'à la place des Vosges en gros. Et ce petit accent, il vient d'où alors ? Il vient de Montpellier, puisque je suis originaire de Montpellier. Montpellier, il faut dire normalement. Montpellier. Voilà. C'est pour ça qu'on a du soleil aujourd'hui. Et je suis d'origine catalane, par mon père, d'où mon prénom catalan. Jordi, qui veut dire Georges en français. Et donc, déjà, j'adorais me balader dans Paris, hein, pas que ce quartier, tout Paris. Et quand j'ai eu l'opportunité de rentrer chez les Gritteurs, j'ai dit... Ça, c'est un truc pour moi, un loisir qui m'intéresse. Et puis ça te permet de rencontrer aussi plein de gens. Déjà, alors je fais en plusieurs langues, en français, en anglais, en espagnol et en catalan. Mais le principe du gritteur, oui, on a le sens de l'accueil. C'est pas simplement c'est accueillir, voilà. En général, on prend un pot, parfois un repas ensemble. Mais voilà, il y a une interactivité qui est très intéressante. Alors, le jardin Anne-Franck, c'est un endroit qui est très calme, très agréable. C'est vraiment un endroit où on a envie de se ressourcer. Alors ici, en plus, on est entouré de camélias. Voilà, c'est la saison. Ouais. Là, on est sur une table d'échecs. Bon, on n'a pas eu le temps d'y jouer, peut-être tout à l'heure, quand on aura terminé la balade. Et alors, donc, ce jardin a été créé en 2007, en souvenir de Anne-Franck, que tout le monde connaît par son journal. Et en fait, c'était le jardin privé de l'hôtel de Saint-Aignan qui est juste là, qui est maintenant devenu le musée d'art et d'histoire du judaïsme. D'accord. Donc il y avait un rapport certain entre Anne-Franck et... Voilà. Ouais. Et là, par exemple, l'arbre qu'on voit ici, il y a un arbre qui était un greffon du marronnier qu'elle avait dans son jardin à Amsterdam, et qu'elle voyait depuis sa fenêtre. Le journal d'Anne-Franck, donc il a été rédigé à Amsterdam pendant qu'elle se cachait. Dans les années 40. Voilà. Ce jardin Anne-Franck, il est bien caché, il est très agréable. Il faut le savoir, il y a un panneau dans la rue Beaubourg, mais il n'est pas très visible. Oui, c'est ça, on part de la rue Beaubourg. Et la rue Beaubourg, c'est là qu'on va commencer la balade. Absolument. Jordi, là, on se rend compte qu'on est à Paris. Hein. Absolument, il y a du bruit, il y a de la circulation. Alors qu'on vient de quitter un endroit calme, le jardin Anne-Franck, là on se retrouve dans le brouhaha de Paris. Alors, rue Beaubourg. Ça c'est la rue Beaubourg, donc qui est assez connue puisque
Le centre Pompidou qui est là, on l'appelle aussi le centre Beaubourg. Ouais. C'est une pénétrante nord-sud dans Paris. Une longue. Elle est assez longue, elle Oui. va jusqu'aux Arts et Métiers qui est là-bas, toute droite. Et en gros, de part et d'autre, il y a toujours des trucs sympas à voir, quoi. Exactement, il y a des petites rues qui sont restées telles qu'elles étaient. Et on va prendre une de ces petites rues où il y a une surprise. Une surprise. Voilà. Alors, on n'en dit pas plus? Pas plus. Ok, on y va. Ça fait du bien ce calme, on voit qu'on a quitté un peu la rue Voilà. Beaubourg. Et on a repris une rue ancienne. Bon allez, tu peux nous dire maintenant. Ben, on va aller voir la plus ancienne maison de Paris, qui est dans une rue parallèle à celle-là. Ah mais c'est La rue de génial. Montmorency. On y va tout de suite. On y va là? On y va. C'est quand même génial ces plaques dans Paris, petites Ça- anti-sèches. Un petit peu, ça a été conçu par le styliste Philippe Sarc. Ouais. Et c'est près d'un édifice qui a un certain intérêt, ou un endroit où s'est passé un événement historique. Mais c'est génial parce que ça permet aussi de visiter Paris d'une autre manière. Absolument. Moi, je viens souvent dans ce quartier et je dois avouer que je ne connaissais pas la maison de Nicolas Flamel. Voilà. Donc cette maison construite en 1407, début du XVe siècle. Et en fait, Nicolas Flamel et sa femme Pernelle avaient créé une fondation charitable. Ouais. Ils recueillaient des gens, un peu des SDF, etc. Et c'est devenu un resto. Ouais, C'est c'est devenu ça. un resto. Bon, entre-temps, ça a été un tas de trucs au fil des siècles. Bon, d'ailleurs, dans tout le quartier, hein, vous savez qu'il y a même des hôtels particuliers splendides qui, pendant 2 siècles, ont été des garages, des usines, des fabriques de verre, de confitures, etc. Donc ça paraît incroyable. En fait, Oui, mais il y a une époque aussi, oui, où il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, il y avait des terrains vagues au cœur de Paris. Absolument, Et c'était absolument. pas. Ouais, voilà, c'était jusque pas- dans les années 50-60, c'était un petit peu abandonné, entre guillemets. Bon, ça valait quand même le coup de revenir dans la rue Beaubourg parce qu'on a une perspective incroyable. Incroyable. On voit Notre-Dame au fond. Et même là, on la voit très bien aujourd'hui. C'est pas trop brumeux ou pollué. Mais pendant les pics de pollution, on la voit à peine derrière un nuage gris. Donc Paris, il faut en prendre soin. Absolument. Mais bien sûr. Wherever the light shines, that's where I'll meet you. I'm seeing so clearly. When the morning rises, everything's alright with you. I'm gonna lay. On est face à Beaubourg et cette fontaine, il faut prêter l'œil pour la Absolument, voir. pour la voir. Donc, elle s'appelle, le nom, hein, la fontaine Maubuée. Oui. En fait, c'est mauvaise buée, mauvaise lessive. Parce que l'eau D'accord. était de qualité pas terrible. Et alors, l'eau venait de Belleville, des hauts de Belleville. Et les gens n'ayant pas l'eau courante chez eux venaient ici. Et celle-là, elle date du XVIIIe siècle. Et elle fonctionne encore de temps en Elle temps? ne fonctionne plus, c'est terminé. D'accord, c'est plus un monument, quoi. Voilà, c'est un monument. Mais c'est joli. Et alors, on est à l'entrée de la rue de Venise. Voilà, petite toute rue. petite rue. Ils ont mis la rue de Venise, alors je ne sais pas pourquoi là, tiens, c'est la première fois que je le vois. Et donc il faut imaginer qu'avant, avant le centre Pompidou, Ouais. dans les années 30 encore, il y avait des maisons avec des rues, et des rues de ce type très étroites. Et dans les années 30, ça a été démoli, et c'est resté terrain vague jusqu'à ce qu'on construise le centre Pompidou dans les années 70. Et là, on est dans une de ces rares petites rues qui restent Très comme ça, un peu calme. comme à Venise d'ailleurs. Hein. Et alors ça, c'est ton Paris. Voilà, alors moi j'habite derrière le centre Pompidou, et donc j'ai toujours aimé me balader dans Paris, connaître Paris. Et quand j'ai eu l'opportunité de rentrer chez les Gritteurs, j'ai dit ça c'est pour moi. Et donc chez les Gritteurs, normalement on fait visiter son quartier, le quartier où on est. Jordi, ici, on est vraiment dans un endroit, dans un centre névralgique. Absolument, parce qu'il y a le centre Pompidou qui est ici. Cette place s'appelle la place Igor Stravinsky, Ouais. Comme la fontaine. comme la fontaine. Donc la fontaine, les œuvres ont été réalisées par Niki de Saint-Phal, Ouais. Niki Sculpture Saint-Phal et colorée. Tinguely, c'est ça. Hein. et Tinguely a fait les mécanismes. Alors normalement tout ça, ça bouge, mais là c'est à l'arrêt. Et alors ici, par exemple, moi j'aime bien venir le soir, l'été. L'été, pourquoi? Parce qu'il y a Parce qu'il y les a des terrasses. terrasses, il y a Noir de monde, Voilà. c'est très agréable. il n'y a pas de voiture, on Pas est de bien. bruit, c'est et puis, calme. Quand Enfin, il fait très chaud, en plus, il fait un petit peu plus frais ici oui, parce que parce parce qu'il y a la c'est- pierre et tout ouais. ça. C'est très agréable. Là, là, on change de siècle carrément. Ouais, là, on revient- fait un pas dans l'histoire. Un pas dans l'histoire, enfin un retour vers le passé.
dans l'église Saint-Méry, gothique flamboyant. On voit les arcs-boutants sur les côtés. Voilà. Et, donc, voilà. Et beaucoup de street art. Du street art, voilà. Et notamment la grande figure qu'on voit là avec le monsieur qui fait chute, apparemment, je sais pas, j'ai l'impression. Oui, oui, c'est ça. C'est Jeff Aérosol. Un artiste du Nord. Un artiste du Nord, voilà, qu'on connaît un petit peu. Que Charlotte connaît bien. Et que moi j'ai découvert il y a 5-6 ans que c'est là. Alors on a fait le tour, en fait, on a tourné vraiment autour de Beaubourg pendant toute notre balade. Et puis c'est un très très bel endroit pour terminer. Nous en fait on va aller un petit peu à Beaubourg avec l'architecte. Celui qui a fait la rénovation, je crois. Exactement. D'accord. Exactement. Et c'est le moment où voilà, je te remercie beaucoup pour ce moment passé ensemble. Merci à toi Jordi. À toi aussi Charlotte. Et puis peut-être qu'on se recroisera dans le quartier. Bien sûr. Sachez que les habitués appellent le centre Pompidou le centre Beaubourg du nom du quartier. J'ai donc rendez-vous sur la place, juste devant la piazza, avec Giorgio Bianchi. Il travaille dans l'agence de Renzo Piano, le célèbre architecte du centre. On a la chance qu'il nous accorde quelques minutes dans son emploi du temps chargé. On se retrouve devant le centre Georges Pompidou, Beaubourg, avec Giorgio Bianchi, qui est l'architecte un peu chef du centre Pompidou, enfin un peu chef, beaucoup chef en fait. Chef, c'est un grand mot, mais disons que depuis la rénovation de l'an 2000, je m'occupe de tout changement parce que le bâtiment il demande de l'entretien, de mise à jour, de rénovation, etc. Tu travailles pour donc, le Renzo Piano, l'architecte qui a construit le centre Pompidou. Avec Richard Rogers, il ne faut pas l'oublier. Ils ont gagné un concours en 1971. Ils ont terminé la construction en 1977. Dans les années 70, ici, c'était quoi? C'était un terrain vague, hein, c'est ça un peu? Ça s'appelait le plateau Beaubourg. Et c'était un parking qui desservait les Halles. Oui, donc le marché des Halles. Les marchés des Halles, parce que le marché des Halles était encore là. Alors, et on venait se garer ici. Et alors toi, ton histoire avec le centre Pompidou? Mon histoire avec le centre Pompidou, c'est un peu drôle parce que moi j'ai connu le centre Pompidou en dernière année du lycée. Et à l'époque, il y avait un professeur qui nous avait présenté ses projets faits par deux architectes jeunes, un fou génois et un fou londonien, qu'il avait fait cette machine. Et puis j'ai passé mon bac et comme cadeau de bac, mes parents m'ont envoyé à Paris. Et j'ai connu le centre Pompidou qui était tout neuf parce qu'il venait d'être ouvert. Mais j'aurais jamais imaginé que j'aurais travaillé avec Monsieur Piano, que j'aurais habité derrière un jour. Parce qu'en plus tu vis dans le quartier. Derrière, juste derrière. Et que j'aurais travaillé sur la rénovation et que je me serais occupé du centre Pompidou. Alors ça, c'était impossible à imaginer. C'est une belle histoire de la vie et finalement un voyage qui a peut-être changé ta vie. Oui, peut-être. Alors on est face à cet immense escalator qui symbolise aussi le centre Pompidou. C'est la rue qui permet de connecter chaque niveau du centre Pompidou. Parce que c'est un endroit qui a été conçu pour être vraiment ouvert, oui, c'est ça? C'était le bâtiment révolutionnaire de l'époque parce qu'il a changé la façon d'approcher l'art au public. Sur la façade est, on a toute la tuyauterie et la raffinerie. Et voilà, c'est ça, on l'a appelé un peu la Notre-Dame de la tuyauterie à une époque. Notre-Dame de la tuyauterie, la raffinerie, tout, il a tous les noms du monde. Parce qu'au départ, on peut le dire quand même, ce projet, il n'a pas plu à tout le monde. Ce projet, il était comme toutes les choses un peu parce qu'il était nouvel. Mais alors aujourd'hui, ce centre, il est quand même accepté, on va dire globalement par tout le monde. Cela dit, ça reste... C'est un des monuments plus visités de Paris. Oui, moi j'ai presque envie de dire que c'est le cœur de Paris qui bat.
Bah, pour moi, oui. Pour moi, c'est le En tout cœur cas, de ton Paris. cœur à toi, Moi, c'est il va mon ici. quartier. Moi, j'habite derrière. Je le vois de la fenêtre. Alors, je me sens assez lié, mais c'est vraiment le cœur de Paris. On le voit, on le sent. Et puis il y a toujours il y a une activité artistique très forte sur la Ouais. piazza aussi. Il y a des Piazza, c'est jongleurs, il y a lieu des de artistes. rencontre. C'est très, très, très intéressant. C'est un point de rendez-vous. Oui. Merci Giorgio, merci rien. beaucoup d'avoir passé un petit moment avec nous ici au centre Un plaisir. Pompidou. Je quitte le quartier Beaubourg pour me rendre sur l'île de la Cité, célèbre car c'est ici que l'on retrouve Notre-Dame de Paris. Je traverse le pont Neuf à la pointe de l'île car j'ai rendez-vous à la taverne Henri IV, une adresse bien connue des amateurs du quartier. Je suis attendue par Dominique Marny. Souvenez-vous, nous l'avions rencontré il y a quelques temps pour une émission au Palais Royal. J'avais très envie de passer un petit moment avec cette grande amoureuse de Paris. Dominique, je suis super contente d'être là avec toi. On t'a déjà rencontré dans Terre de France au Palais Royal. Oui. Et alors, parmi tes multiples activités, tu es notamment spécialiste de quelque chose de quand même incroyable, du sentiment amoureux. Ah oui, c'est devenu une spécialité. Enfin, je ne sais pas si c'est une pratique, mais en tous les cas, c'est une spécialité intellectuelle. Et voilà, j'ai commencé à travailler sur le sentiment amoureux pour une exposition qui s'appelait L'Art d'aimer, qui était une très belle exposition avec des œuvres qui partaient des cours d'amour du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui avec des artistes contemporains. Et puis, ça m'a permis de faire aussi des livres là-dessus. Un très beau livre de correspondance amoureuse entre des gens célèbres. Et dernièrement, L'amour fou à Paris. Paris parce que j'y suis née, que je suis une Parisienne pure et dure. Et L'amour fou à Paris, c'est 1920-1940. Ce sont 8 La couples. période du surréalisme. La période miraculeuse entre la guerre de 14 qui a été tellement difficile et celle de 40 qui n'était presque pire. Et il y a eu 20 années absolument extraordinaires où Paris est devenu la capitale des arts, où Picasso, Modigliani, tous ces gens qui s'étaient déjà installés avant la guerre de 14 à Paris, puisqu'ils étaient allés à Montmartre, sont venus à Montparnasse et avec d'autres, des peintres et des sculpteurs qui venaient de Russie, qui venaient d'Amérique du Sud, etc., ont vraiment formé ce mouvement, comme tu disais, du surréalisme. Et alors, si tu nous as donné rendez-vous ici, sur le Pont Neuf, à la taverne Henri IV, on est juste en face de la statue d'Henri IV, justement, c'est parce que c'est un endroit où il s'est aussi passé beaucoup de choses. Alors, tu me disais, juste avant qu'on commence, que même ici, près du pont, avec Picasso, il s'est passé un truc assez fou, moi, qui m'a beaucoup amusée. Alors ce pont Neuf, c'est le plus ancien pont de Paris. Et alors Picasso habitait juste de l'autre côté, il habitait rue des Grands Augustins. Et il était à ce moment-là avec Dora Maar, la photographe bien connue qui a été pendant une dizaine d'années sa maîtresse. Ils avaient une amie commune qui était Lise de Harme, qui était une romancière. Et Lise de Harme avait une très jolie bague. Il y en avait un exemplaire, c'était une création. Et Dora Maar avait dit à Picasso, écoute, moi je voudrais vraiment avoir la bague de Lise de Harme. Je suis sûre que si tu lui disais que tu lui donnes un dessin contre la bague, ça marcherait. Alors il a été voir Lise de Harme, il a négocié, elle a dit oui, donc Dora Maar a eu la bague. Et puis un jour, ils se promenaient sur le Pont Neuf, comme ça, tous les deux. Et Picasso commence, parce qu'ils avaient une relation assez houleuse tout de même, et puis il n'était pas simple. Et il commence à râler en disant « Oui, cette bague que je t'ai donnée, etc. » Et alors elle a dit « Ah bon ?» Elle a pris la bague et elle a balancé dans la Seine par-dessus la rambarde. Et ça, c'est quand même pas mal comme anecdote. Et ça montre bien leur relation. Dominique, on se retrouve sur la place Dauphine. C'est beau, c'est calme, c'est ensoleillé, on est bien. On est très bien, on a un temps merveilleux en plus. Les feuilles sont sorties. Et cette place Dauphine, moi je l'aime parce qu'elle est fermée sur elle-même. On est là, on pourrait être en province, on pourrait être à l'étranger. On est en plein centre de Paris. On est entre les deux bras de Seine, sur l'île de la Cité. Et c'est absolument extraordinaire. On entend même des cris de mouettes. Les mouettes. C'est merveilleux. Et en fait, l'île de la Cité a été construite sur 3 îlots qui ont été reliés les uns avec les autres.
Et cette place Dauphine a été édifiée en l'honneur du futur roi Louis XIII, Le dauphin. le dauphin. Voilà, donc on l'a appelée place Dauphine. Et alors, il y avait 2 pavillons à l'entrée qui sont restés identiques à leur construction initiale. En fait, c'est les seuls bâtiments qui Ce sont sont les restés seuls bâtiments, à les 2 l'identique. bâtiments de briques. Et puis cette place, il y avait 32 bâtiments, elle était fermée au fond, maintenant on voit le tribunal. Hein. Et en alors, il y fait, avait- avant, cette place, elle était complètement fermée. C'est-à-dire que maintenant, il y a un mur d'arbres, on va dire, Voilà. qui matérialise la fin du triangle, mais elle était jadis, entièrement c'était fermée. fermé. Et il y avait 32 immeubles, enfin maisons, qui étaient toutes identiques à ces 2 pavillons d'entrée, c'est-à-dire qu'il y avait des arcades, comme cette maison-là, on voit encore des arcades, et 2 étages seulement, et elle était faite en briques. Tous ces immeubles étaient faits en briques, avec des toits d'ardoise. Et comme tu veux le voir maintenant, tu as des tas d'étages qui ont été rajoutés, tu as des murs qui ont été enduits, donc ça n'a plus rien à voir. Ça garde un charme fou, Ouais. mais ce n'est plus du tout comme à l'origine. Alors ici, il y a des gens célèbres qui ont habité, et peut-être même qui habitent toujours d'ailleurs. Mais, Alors, il y a des gens célèbres, il y a surtout, bien évidemment, Yves Montand et Simone Signoret qui habitaient à peu 16, près- c'est ça, Non, je pense qu'ils étaient plutôt 23. Ils se sont installés dans une ancienne librairie. C'était une librairie et ils sont restés là jusqu'à la fin de leur vie, en tout cas celle de Simone Signoret. Et ils appelaient leur appartement la roulotte. Alors on dit qu'ils ont appelé ça la roulotte parce que ça rappelait le titre que Jean Cocteau aurait voulu donner à sa pièce Les parents terribles. Ça viendrait d'accord. de là. Alors cette place, elle a aussi un lien quand même très très particulier avec le monde de la justice. Oui. Puisque donc, le palais de justice est situé là. Alors même s'il est en train de déménager, on a dû croiser beaucoup d'avocats sur cette place. Il y a peut-être même des choses qui se sont négociées ici. C'est très possible entre avocats adverses parce qu'en fait, quand ils ont terminé au tribunal, ils sont très copains après. Donc ils peuvent Ouais. pas tout à fait aller déjeuner ensemble ou dans un de ces cafés. Alors c'est aussi une place oui, qui a ses heures de gloire dans la littérature, dans la chanson aussi. Oui, hein. et la littérature avec Simenon, bien sûr, et la chanson, bien évidemment, avec Jacques Dutronc. Bah oui, je suis Hein, le la- dauphin de la place Dauphine. Voilà. Donc, elle a été immortalisée de belle façon. Et puis, il y a eu aussi un écrivain, André Breton, qui a beaucoup parlé de la place Dauphine, notamment dans Nadja, son Ouais. roman. Et c'est Nadja avec ses déambulations dans Paris. Et alors lui, il avait une idée un peu particulière de la forme de cette place. Alors oui, il avait une idée très particulière de la forme de cette pièce. Cette place a la forme d'un triangle. Et Breton, qui était dans ses histoires d'amour, puisqu'il a écrit aussi L'amour fou, etc., trouvait que cette place avait la forme d'un pubis féminin. C'était ça, il trouvait que ce D'accord. triangle lui rappelait. Et il l'a écrit, voilà. Voilà. Et c'est vrai que d'ici, on voit bien la forme triangulaire de la place qui est très caractéristique. Oui. Oui, c'est très particulier. D'habitude, elles sont carrées Mais oui. ou ovales, à la Ou limite, ou rondes, rondes, mais ouais. triangulaire, c'est vraiment particulier. Alors, l'amour fou à Paris, c'est un peu ce qu'on a tous envie de vivre quelque part. Oui, alors certainement même. D'ailleurs, il y a eu ces fameux cadenas qu'on a enlevés. C'est Il en vrai. reste encore un peu Ils sont- sur le ils sont Pont pas Neuf. très loin, Donc ouais. c'est vraiment, les gens ont envie de venir à Paris, de se déclarer à Paris, quelquefois de venir en voyage de noces à Paris et de laisser une trace avec ces télécadenas. oui. Ils vont à mon avis trouver autre chose. Dans la ville de Mais l'amour. moi j'ai voulu parler de 8 couples très emblématiques qui sont Modigliani, Jeanne Buterne, qui peuvent être Aragon, Elsa Triolet, qui peuvent être Henri Miller, Anaïs Nin, Jean Cocteau, Jean Marais. Enfin, il y en a 8. Et Chagall, Bella Chagall. Et ces personnes se sont rencontrées à Paris, souvent dans un café, parce qu'elles évoluent dans le même monde, dans le même milieu artistique, donc par des amis communs, etc. Et j'ai voulu montrer leur histoire d'amour, leur rencontre, leur histoire d'amour, les endroits où ils allaient et ce qu'ils ont fait ensemble. Alors, certaines femmes ont été des muses, d'autres ont été des créatrices à part entière. Mais voilà, qu'est-ce qu'ont donné ces rencontres, qu'est-ce qu'elles ont donné dans la relation et amoureuse et artistique. On est vraiment plongé dans leur vie et dans des petits bouts de leur vie à chaque fois et on s'y croit en fait parce qu'on arrive à toucher du doigt ce que c'était. Voilà, Oui. on rentre dans leur intimité sans être voyeur. C'est ça Ouais. qui était important, c'est qu'on comprend ce qui s'est passé, on déambule dans les lieux avec eux. La ville est un personnage pratiquement. La ville est un personnage, elle fait partie absolument de leur vie, quoi.
ils sont venus de très loin pour connaître Paris, ils se sont fait connaître à Paris et ça fait partie d'eux-mêmes. Mais ce que je trouve formidable à Paris, c'est que c'est vrai que bon, quand on se balade, on a l'impression aussi de se promener à travers cette histoire. Tous ces artistes ont laissé leur empreinte, c'est ça qui est merveilleux. C'est une espèce de grand atelier à ciel ouvert. À ciel ouvert, sur un soleil. Sur un soleil aujourd'hui, pour plutôt, nous, formidable. Il a été agréable. très gentil là. Hein. Ouais, je te propose qu'on en profite encore un petit peu. Ah oui, on va aller sur une terrasse. Hein. Profitons du moment. C'est donc ici, place Dauphine et bien installée au soleil que se termine cet épisode parisien. Et si vous voulez aller plus loin dans les secrets de Paris, je vous conseille évidemment la lecture du livre de Dominique. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans un prochain épisode ou tout de suite sur terredefrance.tv.